Nous sommes heureuses de vous accueillir à ce nouveau rendez-vous organisé par le Centre de gestion de Saône-et-Loire qui porte aujourd'hui sur le sujet de la relation élu-agent, un enjeu essentiel du mandat. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à cette invitation. Avant de démarrer, nous allons préciser quelques points techniques. Comme dans tout webinaire, vos caméras et vos micros sont désactivés. Si vous souhaitez poser votre question, nous vous invitons à le faire en utilisant le bouton questions-réponses situé en bas de votre écran. Ce webinaire durera environ 1 heure. À la fin de la séance, suivant le temps imparti, nous répondrons à vos questions. Toutes les autres questions seront reprises dans une FAQ que nous enverrons ensuite à l'ensemble des participants. Aujourd'hui, ce thème vous est présenté par le service conseil et prospective du Centre de gestion 71. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas notre service, nous sommes 3 consultantes en organisation. Bénédicte Bréban, Justine Palot, et nous sommes habituellement accompagnés de notre collègue Sarah Fargali, absente ce jour. Nous intervenons à la demande des collectivités et établissements publics, quelle que soit leur taille, pour répondre de façon personnalisée à leurs besoins d'accompagnement. Selon vos préoccupations, nous vous aidons à dresser un état des lieux objectif de la situation pour élaborer ensemble des scénarios et un plan d'action pertinent, prenant en compte différentes dimensions clés en termes de stratégie, management, organisation. Nous mettons aussi à votre disposition notre expertise en matière de démarche participative et d'animation de groupe, qu'il s'agisse d'équipes d'agents publics, de groupes d'élus ou de groupes mixtes, et ce, quel que soit le nombre de participants. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos prestations sur notre site internet à la rubrique Conseil, organisation, changement. Aujourd'hui, ce sujet a été celui retenu parmi les 3 propositions faites aux participants de webinaire le CDG 71 et vous, organisé en début d'année. Si nous avons proposé cette thématique, c'est parce qu'elle revient fréquemment lors de nos interventions sur le terrain et représente un enjeu capital pour la durée du mandat. Le format de ce webinaire ne nous permettra pas de traiter toutes les dimensions de ce sujet, mais nous vous proposons aujourd'hui d'aborder les 3 chapitres suivants. Premièrement, quels sont les rôles attendus de chacun? Ensuite, pourquoi la relation élu-agent est-elle en réalité plus complexe? Enfin, dans une dernière partie, quels moyens et outils mobiliser pour une collaboration efficace? Je laisse maintenant la parole à Justine qui va vous présenter les rôles de chaque acteur. Ce webinaire aborde le thème sensible, entre guillemets, de la relation entre les élus locaux et les agents territoriaux. Pourquoi sensible? Il ne s'agit pas simplement d'un sujet de technique juridique, même si le droit éclairera notre réflexion, notamment pour la définition des rôles. Il constitue aussi un sujet de gouvernance et donc de relations humaines extrêmement fortes. Il est d'autant plus d'actualité que nous sommes dans une période post-électorale, exactement 1 an après le scrutin municipal pour les conseils municipaux élus en juin 2020. Dans les collectivités territoriales, la relation entre les élus et les agents est reconnue comme une grande spécificité française. Traditionnellement, cette relation repose sur un partenariat où l'élu décide et l'agent exécute. Cela dit, dans les faits, cette dichotomie n'est pas aussi rigide, car celui qui a le pouvoir de décision n'a pas toutes les expertises utiles. Je parle ici des élus qui doivent arbitrer des décisions portant sur des secteurs qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et inversement, celui qui détient ces expertises n'a pas le pouvoir de décision. Je parle là des agents qui ont l'expérience et l'expertise de leur métier, mais qui ne disposent pas de la légitimité de décider. Nous allons faire un bref rappel de l'organisation d'une collectivité territoriale, quels sont les acteurs d'une collectivité, puis nous allons détailler le rôle attendu des élus et des agents, et enfin, présenter les principaux niveaux d'interaction entre ces acteurs. Dans les faits, l'organisation territoriale peut être symbolisée par un sablier composé par 2 pyramides inversées dont les sommets sont liés l'un à l'autre. En prenant l'exemple de la commune, qui constitue le modèle de base du système administratif français,
J'en profite pour vous dire que nous nous référons principalement à la commune, mais nos propos sont transposables aux autres niveaux de collectivité et établissements. Donc, en prenant l'exemple de la commune, dans la pyramide du haut, la pyramide politique, se trouve la hiérarchie des élus. La population élit le conseil municipal, formé de conseillers municipaux, qui, à son tour, élit les adjoints et, bien entendu, le maire. Dans la pyramide du bas, la pyramide technico-administrative, se situe l'ensemble du personnel dirigé par le directeur général des services, sous le directeur général, le ou les DGA, puis l'encadrement des services et le personnel de réalisation. Ces deux parties du sablier, politique et technico-administratif, sont en théorie bien distinctes et ne doivent pas se superposer, tel que cela est statutairement prévu. Donc, comme nous venons de l'évoquer, les collectivités territoriales présentent l'originalité d'avoir une double chaîne de commandement, politique, les élus, et technico-administrative, les agents. Quels sont les rôles attendus de ces deux catégories d'acteurs? Le rôle des élus dans un premier temps. Les élus tirent leur légitimité des urnes. Ils sont les représentants de la population. Leur mission consiste à mettre en œuvre les engagements pris au cours de la campagne électorale au travers d'orientations politiques. Ces orientations fixent un cap général et une stratégie à moyen et long terme pour l'évolution du territoire, de l'administration et des services dans le cadre du budget de la collectivité. Une fois les orientations définies, les élus doivent les transmettre de façon claire à la direction générale pour une mise en application par les services. Ils favorisent la compréhension des agents, l'engagement et le travail des équipes, puis ils en contrôlent ensuite la bonne mise en œuvre. Enfin, ils sont les représentants de la commune en externe. Maintenant, le rôle des agents. Si les élus bénéficient d'une légitimité démocratique, les agents disposent d'une légitimité administrative ou technique, fondée sur leurs connaissances et leur expertise métier. Les agents déclinent les orientations politiques reçues en projets et actions, tout en veillant à la sécurisation des actes. Ils sont force de proposition et peuvent être amenés à apporter une aide à la décision aux élus. Dans le cadre des compromis nécessaires entre les objectifs recherchés et les contraintes opérationnelles. L'administration se doit d'être en capacité de s'adapter aux changements pour aider, guider et proposer des alternatives aux élus. En effet, ils ont l'avantage de connaître les contraintes opérationnelles et l'historique de la structure. Ils exécutent les missions quotidiennes et permanentes de la collectivité au service des usagers et veillent à la bonne mise en œuvre des projets et décisions des élus, respectivement dans leur domaine de compétences. Pour résumer, l'élu est à la fois considéré comme le commanditaire auprès des services, dans une logique de projet de mandature, comme le contrôleur du service rendu à la population, dans une logique d'interface avec les usagers, mais aussi comme l'accompagnateur des équipes en tant qu'employeur dans une logique de suivi de projet, de reporting de l'activité et de relation aux équipes. L'agent se place également dans une relation multiple aux élus en tant qu'accompagnateur technique dans la transcription opérationnelle des projets de mandature, en tant qu'exécutant et garant de la bonne mise en œuvre des actions et en tant que relais d'information dans la réalisation des activités et des missions quotidiennes. Dans ce fonctionnement faisant apparaître le rôle des élus et des agents, il convient de distinguer différents niveaux d'interaction entre eux. En voici les principaux. Une première interaction peut être imagée par le tandem maire, directeur général des services ou maire, secrétaire de mairie dans les plus petites communes. Le maire est le chef de l'ensemble de l'appareil politico-administratif.
Il possède les pleins pouvoirs pour réaliser sa mission dans le cadre de ses compétences propres ou de celles qui lui sont déléguées par le conseil municipal par délibération. Au quotidien, une des principales ressources sur laquelle il s'appuie, c'est le directeur général des services. Le DGS est là pour produire des éléments d'aide à la décision et éclairer le maire dans ses choix politiques au regard d'éléments juridiques, administratifs ou financiers. En matière de personnel, le maire est l'employeur investi des prérogatives de gestion du personnel. Mais si le maire, en tant que chef de l'exécutif, est le chef de l'administration, c'est le directeur général des services qui la dirige. Le DGS a un véritable rôle de chef d'orchestre, et en particulier en période de début de mandat, qui est une période à la fois enthousiasmante, mais aussi pleine d'incertitudes. Dans l'idéal, il est souhaitable que les rapports entre un maire et un DGS soient empreints d'une certaine complicité, qui permettent d'aborder tous les sujets et toutes les problématiques dans un esprit de confiance, assuré d'une parfaite loyauté et sans retenue. Ceci implique de pouvoir tout se dire en privé, mais de faire bloc en public. Si le cœur du système est incontestablement le couple maire-DGS ou maire-secrétaire de mairie, il n'en demeure pas moins que d'autres acteurs participent à la mise en œuvre des politiques publiques locales. C'est le cas du binôme adjoint ou élu délégué, responsable de service ou chargé de mission. Ce discours pouvant être transposé au binôme adjoint-directeur général adjoint. Au quotidien, le responsable de service ou le chargé de mission est sous l'autorité hiérarchique du maire et du directeur général des services. Pour autant, pour exercer son métier, il devra aussi impliquer l'adjoint en charge de son secteur d'activité ou le conseiller délégué à une thématique particulière, en s'assurant quand même que cela soit en phase avec les attentes du maire et validé par le DGS. Juridiquement, l'adjoint n'a que le pouvoir que lui confie l'autorité territoriale. Dès qu'il bénéficie d'une délégation, il est reconnu comme un rouage essentiel et devient l'interlocuteur politique principal du service ou de la direction concernée. Il n'est cependant pas le supérieur hiérarchique du cadre référent et des services chargés de la mise en œuvre de son domaine de délégation, puisque seul le maire dispose d'un pouvoir hiérarchique sur les agents. Pourtant, en pratique, le lien entre l'adjoint et le responsable de service est souvent très fort. L'adjoint a besoin de la technicité du responsable du service ou du chargé de mission pour mettre en application les projets relevant de sa délégation. Le responsable de service ou le chargé de mission a aussi intérêt dans ce partenariat, dans la mesure où la proximité de son élu lui facilite l'accès décisionnel de sa collectivité, l'élu adjoint ayant souvent plus de poids que l'agent territorial pour convaincre les décideurs de la mise en œuvre d'actions, pour convaincre de délivrer des crédits budgétaires supplémentaires, etc. Entre ces deux acteurs, il y a une véritable coalition d'intérêts qui fait que le fonctionnement par binôme du couple adjoint, responsable de service ou chargé de mission est souvent largement positif à la collectivité. La dernière interaction que je voulais mettre en évidence, qui ne concerne pas l'ensemble des collectivités, ce sont les relations du trinôme maire, DGS, directeur de cabinet. Le directeur de cabinet a un rôle à jouer dans la définition et le suivi du projet politique. Et le DGS a la responsabilité de la mise en œuvre fonctionnelle du projet politique. Le maire a autant besoin de son DGS pour gérer la collectivité que de son directeur de cabinet pour mener à bien son projet de mandat. Les fonctionnaires territoriaux considèrent souvent les cabinets comme un outil complémentaire et utile à l'organisation, leur permettant une certaine indépendance par rapport à la dimension politique. Cela dit, l'équilibre maire, DGS, directeur de cabinet est quand même très fragile.
et pas toujours évident à gérer. Par exemple, on peut voir des directeurs de cabinet qui court-circuitent le DGS. Et ceci d'autant plus facilement que le directeur de cabinet a souvent une autorité fonctionnelle sur certains services comme la communication, les relations publiques, les services gérant les cérémonies, ou pour diverses raisons, des directeurs de cabinet peuvent jouer un rôle déstabilisant dans la relation élu-DGS et exercer un contre-pouvoir officieux au directeur général des services. Dans ce cas, il est du ressort du maire de clarifier les missions de chacun. Sans cela, des dysfonctionnements tant dans l'équipe de direction que dans les services apparaîtront et il sera difficile de décliner les projets politiques souhaités au cours du mandat. En définitive, la définition des relations entre les élus et les agents constitue un enjeu primordial pour la réussite du mandat. De part et d'autre, chacun bénéficie de droits et de devoirs qui doivent être assumés jusqu'au bout, mais sans en dépasser les limites. Si les rôles semblent clairs et connus de tous, les interférences, les interactions que nous venons de voir entre les différents acteurs complexifient le schéma classique théorique. Il n'est pas toujours facile pour les uns comme pour les autres de trouver le bon positionnement et de rester dans son rôle. De plus, d'autres facteurs externes complexifient encore les choses. Je laisse la parole à Bénédicte pour vous en parler. Effectivement, dans le cadre de nos interventions sur le terrain, nous avons pu rencontrer différentes situations qui montrent que la relation élu-agent se heurte à quelques réalités. Tout d'abord, 2 situations en lien avec la déclinaison opérationnelle de la stratégie. Pour commencer, le besoin d'une vision partagée entre élus. Comme l'a dit Justine, le sens et la vision de l'action politique sont essentiels pour déployer des projets et des actions sur son territoire. Aussi, une des premières étapes en début de mandat est de structurer une ligne directrice commune et partagée pour tous les élus. Telle une boussole, les orientations politiques fixent un cap général et une stratégie à moyen et long terme pour l'évolution du territoire, de l'administration et des services. Il est donc important que dès le début du mandat, les élus prennent un temps ensemble pour se poser et répondre aux mêmes questions. Quelles sont nos orientations? Quels sont nos choix politiques? Il est en effet difficile de créer de bonnes relations élus-agents sans que les élus s'accordent ensemble sur un cap commun. En tant que chef de la majorité, le maire est aussi garant d'une bonne gouvernance au sens du fonctionnement entre les élus. En effet, si les élus regroupés au sein d'un collectif ont en commun leur programme politique, leurs différentes personnalités, courants politiques et compétences nécessitent management et arbitrage. Ce rôle est assuré par le maire, généralement tête de liste, qui structure l'organisation de son équipe en prenant en compte ses spécificités. La deuxième situation que l'on peut rencontrer est l'attente d'une communication des orientations stratégiques. Une fois les orientations politiques définies, les élus en assurent la transmission auprès de la direction générale. Or, dans le cadre de nos interventions, on constate régulièrement une attente des agents et surtout des cadres quant à la formalisation et la communication des orientations stratégiques. Parfois même, on observe une double attente, celle des agents qui attendent de recevoir les orientations stratégiques des élus et celle des élus qui attendent que les responsables soient force de proposition. Souvent, par faute de temps, les orientations ne sont pas écrites. Ou alors, le programme électoral est considéré comme suffisant pour les connaître. Or, il existe une ambiguïté entre les objectifs qui sont fixés durant le programme de campagne et ceux en lien avec l'activité du quotidien. Conséquence, les cadres ont l'impression parfois de manquer de cap, de sens à l'action. Enfin, je souhaitais vous évoquer 2 figures que l'on retrouve parfois dans les collectivités et qui peuvent être à l'origine de conflits de rôles. Tout d'abord, l'élu chef de service. Les maires adjoints et les vice-présidents sont généralement en charge d'un secteur d'activité dont ils sont responsables par délégation du chef de l'exécutif.
Ils souhaitent donc s'investir dans leur domaine d'attribution et pour cela, ils ont directement accès aux services responsables de la mise en œuvre technique de leurs compétences déléguées. Confrontés aux attentes de la population et voulant naturellement y répondre, l'élu peut avoir tendance à se comporter en chef de service, en donnant des ordres directs et en court-circuitant la ligne hiérarchique. Quand cela se réalise, cela pose des problèmes de fonctionnement au sein de la collectivité. L'élu chef de service est une situation particulièrement difficile à vivre pour un fonctionnaire responsable d'un service ou d'une direction, car cela le déresponsabilise. Dans une telle situation, le responsable de service doit informer sa hiérarchie en la personne du DGS ou du DGA dont il dépend. Cette situation peut aussi avoir des conséquences sur les agents, car si l'élu intervient directement auprès des équipes, ils peuvent être face à des injonctions contradictoires et ne plus savoir quelles consignes suivre. Mais si l'élu peut avoir tendance à déborder de son rôle, l'inverse est aussi fréquent. Le fonctionnaire détenant de son côté le pouvoir de l'expert. On parle alors de fonctionnaire technocrate. Ce pouvoir du fonctionnaire, il va dépendre de sa plus ou moins grande technicité, de sa plus ou moins grande expérience dans le secteur considéré, de son ancienneté dans la collectivité, et donc finalement du niveau de connaissance et d'information détenu du territoire et de la collectivité. Même si l'élu, on l'a vu, est amené à signer, à trancher en dernier ressort, il n'en demeure pas moins que cette décision sera issue d'un débat technique préalable au cours duquel le fonctionnaire en charge du dossier aura participé pour une bonne part à l'issue définitive. On imagine, s'il n'est pas spécialiste en bâtiment, quel est le pouvoir d'un élu responsable du patrimoine face à un directeur qui possède une dizaine d'années d'expérience? Pour un élu, rien n'est plus problématique qu'un technicien qui protège hermétiquement son domaine de compétences et qui possède la solution à tout problème donné. Comment expliquer alors ces situations et ces dérives relationnelles? 3 explications possibles. Tout d'abord, élus et agents ont des temps d'action différenciés. D'un côté, les élus qui ont le temps du débat politique pour arrêter la vision, puis le temps du mandat pour la réalisation des objectifs. Comme on l'a vu, s'ils détiennent la légitimité issue du suffrage universel, les élus ont besoin de s'appuyer sur la compétence technique détenue par les agents pour mener à bien leur mission. De l'autre côté, les agents qui maîtrisent les règles de l'art dans leur domaine d'activité, eux ont des temps différents, que sont les temps de préparation technique des dossiers et de temps de mise en œuvre soumis aux contraintes organisationnelles et opérationnelles. Il est certain que la plupart des élus, et notamment les nouveaux maires, découvrent l'étendue et la complexité de leurs fonctions au jour le jour, au détriment de leur action politique parfois. Le temps politique est court, alors que le temps de l'administration est plus long. Les délais d'instruction, de traitement des dossiers peuvent venir ainsi alourdir et ralentir la mise en place des projets de la collectivité, ce qui peut être parfois frustrant pour les élus comme pour les agents. Deuxième explication, l'émergence de la zone grise. Qu'est-ce que la zone grise? C'est la zone d'interférence entre le politique et l'administration. Cette zone se situe entre la partie un tant soit peu politique du travail du fonctionnaire et la partie tout de même administrative de la mission de l'élu, comme l'illustre le petit schéma que vous voyez. Les particularités de cette zone grise. Premièrement, c'est qu'elle est différente, comme vous l'imaginez, d'une collectivité à une autre. Selon les collectivités, la répartition des rôles entre l'administration et le politique va dépendre du degré d'ingérence du politique dans la gestion quotidienne. Ensuite, elle est quasi inéluctable, surtout pour les cadres, car on imagine mal de nos jours un encadrant limiter son action au management opérationnel s'il œuvre en partenariat avec les élus. Évoluer dans cette zone grise amène les cadres à répondre aux sollicitations des élus, et particulièrement du chef de l'exécutif, qui souhaite leur implication dans certains domaines sensibles de la gestion locale.
Cette zone grise est difficilement délimitable. Aujourd'hui, que ce soit au niveau des emplois fonctionnels ou des postes d'agents en prise avec le domaine stratégique, il est difficile de dire où s'arrête le politique et où commence le technique. C'est nécessairement au travers d'un partenariat politico-administratif que seront décidées et mises en œuvre les politiques publiques locales. Enfin, cette zone grise s'est accrue ces dernières années. On l'a vu, les relations élus-agents ne doivent pas seulement être appréhendées sous l'angle d'une séparation nette entre le registre de la technocratisation et celui de la politisation. On observe au contraire que de plus en plus, le travail politique est un travail collectif, que le management des collectivités territoriales amène élus et fonctionnaires à œuvrer étroitement ensemble pour dynamiser l'organisation interne et améliorer le service rendu. Une relation de collaboration et de confiance est alors nécessaire entre maire, président et DGS. Cette assurance mutuelle garantit à l'élu qu'en son absence, ses opinions ou ses options seront préservées. En retour, elle renforce la singularité et l'autorité du DGS qui s'autorise à parler en son nom. Une des conséquences directes et visibles de l'augmentation de la zone grise et qu'il devient de plus en plus courant qu'à la suite des basculements de majorité, les nouveaux élus aient tendance à se séparer de leur cadre dirigeant, placés en situation de détachement sur un emploi fonctionnel. Enfin, la troisième et dernière explication que nous vous amènerons ici est l'évolution des profils des maires et des DGS. La fonction de maire est une fonction exigeante et qui se professionnalise. Le maire d'aujourd'hui ne doit plus seulement administrer sa commune. Sa fonction lui demande de concilier des rôles et des contraintes plus hétérogènes qu'auparavant. Il doit intégrer de multiples acteurs dans des logiques de coopération. Citons par exemple les intercommunalités, les partenaires institutionnels, les associations, les agences, etc. Avec la multiplicité des parties prenantes, le maire doit donc gérer de plus en plus de relations externes pour structurer des services efficients dans la collaboration avec les autres administrations et services intervenant sur le territoire. En tant qu'élu, il doit naturellement épouser les agences des usagers. Or, les Français attendent de leur commune et donc de leur maire toujours plus de services, de proximité, de performance et de réactivité. Cela se traduit notamment par des travaux de modernisation des canaux de gestion de la relation usagée, mais aussi par des actions pédagogiques visant à mieux expliquer le champ des compétences et les attributions des communes au regard notamment du rôle grandissant des intercommunalités. Enfin, le rôle du maire est exigeant car en tant qu'employeur local, il endosse de fortes responsabilités envers son personnel municipal. La richesse des collectivités se trouve aussi dans leurs ressources humaines, des agents qui s'inscrivent dans la vie locale et qui sont parfois les cibles du fonctionnaire bashing. Le maire doit donc être le garant de la qualité de vie au travail des équipes, souvent impactées par la baisse des dotations, parfois des réorganisations à répétition, l'augmentation de la technicité des métiers, etc. Sollicité de toutes parts, dans un environnement de plus en plus complexe et contraint, la fonction de maire ne cesse alors de se professionnaliser pour répondre aux enjeux critiques de proximité, de performance, de modernisation et de gouvernance. Les attentes envers les DGS ont eux aussi évolué depuis une vingtaine d'années, parallèlement à l'extension des responsabilités des collectivités. La collaboration forte établie entre un maire au pouvoir accru et son plus proche collaborateur a eu un effet sur l'évolution du poste de directeur général des services. Aujourd'hui, de nombreux cadres qui exercent ces fonctions reconnaissent que leur poste a intégré une composante hautement stratégique, bien éloignée de la technicité administrative prévue par le statut. La décision est toujours l'apanage de l'élu local, mais le DGS participe de plus en plus étroitement à la définition stratégique du projet de la collectivité. Leur maire leur demande de s'impliquer dans la conduite de l'action politique municipale en suggérant des solutions, en innovant dans les formes d'action retenues, en soutenant les projets, voire en les négociant.
Le rôle du DGS est aussi marqué par l'évolution du contexte territorial. Avec la complexification croissante de l'environnement et la raréfaction des ressources, les directeurs contribuent à introduire dans les administrations municipales de nouveaux modes de gestion basés sur la rationalisation budgétaire. Enfin, le DGS d'aujourd'hui et de demain doit aussi être capable d'animer des équipes et donc de donner du sens à l'action, de créer une dynamique, d'avoir une certaine autorité et en même temps une écoute vis-à-vis de ses collaborateurs. La fonction de DGS se tourne ainsi de plus en plus vers un modèle décisionnel stratégique, caractérisé par l'émergence progressive de comités de direction stratégiques entre les sphères politiques et administratives. Ce modèle remplace donc peu à peu le modèle classique, pyramidal et hiérarchique où tout devait passer par le DGS de manière ascendante et descendante. Justine va maintenant vous présenter dans la dernière partie de ce webinaire les moyens et les outils utiles pour une collaboration efficace. Comme nous venons de le voir, les équilibres de la relation élu-agent sont fragiles. Quoi qu'il en soit, dans la réalité, les agents ont besoin des élus pour bien travailler et les élus ont besoin des agents pour bien faire avancer les projets. C'est pourquoi organiser cette relation s'avère crucial pour mieux travailler ensemble et améliorer le processus décisionnel. De cette démarche initiale dépendra la qualité des relations élus-service pour la durée du mandat, avec de multiples conséquences, tant en matière de bien-être au travail que de performance collective. Comment organiser la relation élu-agent ? Cela passe par plusieurs étapes consistant, tout d'abord, à se présenter, échanger, découvrir la collectivité et son fonctionnement. Puis, très important, à définir les rôles et attributions de chacun, formaliser le cap stratégique et communiquer le projet politique, également très important. À partir du projet politique, élaborer le projet d'administration et le décliner en projet de service. Créer et officialiser des instances de travail, de concertation et de décision. Et enfin, mettre en place des outils de pilotage partagés, facilitant le fonctionnement et la communication au sein de la collectivité. Voici les outils que nous allons aborder maintenant. Le début de mandat est une période importante, à la fois ambiguë et stressante, aussi bien pour les élus que pour les agents. À la suite des élections, il est important de prendre le temps de se présenter pour se connaître, découvrir la collectivité et établir un premier dialogue avec les agents. Notamment lorsque de nouveaux exécutifs locaux arrivent à la tête d'une collectivité, cette première étape a double intérêt. Montrez votre attention aux agents et vous créez une représentation géographique et humaine des équipes qui composent la collectivité. Cette étape paraît évidente, mais elle est tellement importante que je me permets de la rappeler. Passez dans chaque service afin de rencontrer tous les agents en fonction de vos responsabilités, votre délégation ou des dossiers dont vous aurez la charge est un premier acte primordial. Pour les maires, il est même tout particulièrement conseillé de programmer des séances de travail avec chacun des directeurs ou des responsables de service rapidement après la prise de fonction. Il est vivement recommandé d'associer les adjoints ou élus délégués à ce temps d'échange en fonction de leur délégation. Dans les collectivités de petite taille, ces premiers temps d'échange pourront prendre la forme d'entretien individuel avec les agents et ou la forme d'une réunion avec le personnel au choix des élus. Les outils de communication proposés en la matière pour faciliter la connaissance des élus et le premier dialogue avec les agents peuvent être les suivants. Comme on l'a dit, on peut prévoir l'organisation de réunions par direction ou par service. Et en amont de la réunion, chacun des directeurs ou responsables de service prépare une note
la note étant là l'outil, adressé au maire et à l'adjoint référent et exposant les idées essentielles sur l'organisation de son service ou de sa direction. Cette note peut par exemple expliquer la composition du service, les outils et les procédures utilisés, les chantiers et dossiers majeurs ou sensibles, les problématiques rencontrées et les motifs de préoccupation. Elle constitue une base de discussion de départ intéressante pour les élus. Il est possible aussi d'élaborer un guide d'entretien lorsque l'élu souhaite faire des entretiens individuels avec les agents pour cadrer les échanges et ne pas omettre des sujets importants. Ou si l'élu organise une réunion du personnel, prévoir un ordre du jour détaillé de la réunion pour, là encore, bien préparer les échanges et aboutir à un temps fructueux, tant pour les élus que pour les agents. Ces temps d'échange seront l'occasion d'avoir rapidement un aperçu du fonctionnement actuel de la collectivité et vous permettront aussi de sentir l'état d'esprit, de connaître les préoccupations et les demandes des agents et de manière plus globale, d'appréhender le climat organisationnel de la collectivité. Ensuite, très important, il convient de définir les rôles et périmètres d'intervention de chacun pour une meilleure visibilité et compréhension de l'organisation. Les nouveaux élus ne sont pas forcément des professionnels du milieu territorial et beaucoup de questions se posent. En toute légitimité, ils se demandent jusqu'où aller dans l'exercice de leur mission et quelles sont les limites de leur champ d'action, aussi bien dans le cadre de leur délégation que dans la relation au personnel. Les agents qui se trouvent face à de nouveaux collaborateurs se posent les mêmes questions quant aux limites de responsabilité et champ d'action, au niveau d'information à fournir aux élus. Des tas de questions se posent aussi de leur côté. Il est donc indispensable de préciser le partage des rôles entre les élus et les agents, définir les périmètres d'action des différents acteurs et enfin fixer un cadre de fonctionnement commun. Comme nous l'avons vu dans la deuxième partie, plusieurs binômes et trinômes de travail peuvent se dessiner au sein de la collectivité. Il est nécessaire également d'approfondir les leviers de régulation et de formalisation de chacune de ces interactions. Pour ce faire, les outils de communication proposés sont les suivants. Organiser des temps d'échange ou des ateliers collaboratifs en présence du maire, des adjoints ou élus délégués, des DGS, des GA, des responsables de service et chargés de mission, pour discuter, faire part de sa vision et ses attentes, essayer de se positionner les uns par rapport aux autres et se mettre d'accord sur des modes de fonctionnement entre élus et agents et sur leur périmètre d'intervention respectifs. Les outils de cadrage possibles. Ces échanges menés en co-construction peuvent être formalisés et aboutir soit à la rédaction d'une charte des relations élus-agents. Cette charte a pour but de formaliser les propos et les engagements de chacune des parties sur les règles et valeurs de travail communes. Elle formalise les rôles, l'organisation fonctionnelle et hiérarchique retenue, les modes opératoires et les circuits d'information et de décision entre les différents acteurs. Cela peut aboutir aussi à la réalisation d'un organigramme fonctionnel qui clarifie les liens entre les élus et les services. Ou encore, cela peut donner lieu à l'élaboration de matrices fonctionnelles qui, dans chaque domaine d'intervention, identifient les différents acteurs intervenants, leurs relations entre eux, leur rôle et leurs limites d'action ou décision. Une autre étape importante est de formaliser le cap stratégique et de communiquer le projet politique aux agents pour son appropriation et sa mise en œuvre. Dans le contexte d'un nouveau mandat, les exécutifs locaux, qu'ils soient confirmés ou nouveaux, ont dessiné des projets pour leur territoire dont ils ont la responsabilité.
Si les missions quotidiennes peuvent être assurées sans pilotage politique fréquent, la mise en œuvre des projets souhaités par les élus nécessite par contre une impulsion et un accompagnement fort de leur part. Tout découle du projet politique qui va se traduire par des orientations stratégiques. Dans de nombreuses collectivités où nous sommes intervenus, nous avons constaté une mauvaise connaissance par la direction et les agents des orientations des élus, d'où l'importance de les formaliser clairement. C'est pourquoi il est conseillé de rédiger dans un document succinct le projet politique, le projet de mandat, qui contient les grandes orientations par secteur et les grands projets du mandat, et le diffuser via un circuit hiérarchique défini. Ce document constitue la ligne directrice commune et partagée par tous les élus et la feuille de route de l'équipe municipale pour mettre en œuvre le programme électoral. Le projet de mandat est un outil de communication à l'égard des services, mais il peut l'être aussi à l'égard des partenaires et des habitants de la commune. Il permet de clarifier les engagements et les objectifs de l'équipe municipale pour l'ensemble des champs de politique publique à l'horizon du mandat. À partir du projet politique, la collectivité peut élaborer son projet d'administration et le décliner en projet de service pour formaliser les orientations politiques par thématique, prioriser les grands chantiers du mandat et les principes de leur mise en œuvre, en apportant de la cohérence à tout cet ensemble. À travers ces différents outils, on remarque que la notion de projet est centrale. Lorsqu'une nouvelle équipe arrive, qui entraîne des changements d'acteurs, il est important de mobiliser l'équipe sur un projet, lui-même fondé sur un socle de valeurs communes. Cette logique de projet émerge de plus en plus avec une volonté partagée de communiquer et de mieux savoir ce qui est attendu de l'un comme de l'autre. Pour mieux vous repérer, le projet politique se réalise entre les élus, le directeur de cabinet et le DGS. Le projet d'administration concerne le DGS et les encadrants. Les projets de service se font par les encadrants avec les élus sectoriels et les agents opérationnels secteur par secteur, avec une coordination du directeur général des services. Cette démarche préalable de partage, de collaboration, voire même de co-construction entre les différents acteurs est plutôt saine et constitue une base solide pour la collectivité. L'outil de cadrage envisageable ici, c'est le projet d'administration. Il s'agit du document qui va formaliser clairement les missions de l'administration et préciser le cadre général dans lequel s'inscrit la mise en œuvre des projets de la collectivité. Il permet de répondre à de nombreux objectifs. Sur le plan organisationnel, tout d'abord, il améliore la transversalité, la communication, l'agilité organisationnelle et la gestion de projet. Sur le plan managérial, il renforce le rôle et la posture des managers, le sentiment d'appartenance de chacun à un collectif. Et enfin, sur le plan de la qualité du service rendu aux usagers, et ce dans une logique d'amélioration continue, il sert à définir les instances de travail, de décision, de concertation, les instances de suivi et les modalités d'évaluation des projets. L'élaboration d'un projet d'administration est une démarche qui permet avant tout aux services de discuter, de s'engager et de s'approprier un cadre commun basé sur un socle de valeurs partagées et décliné en principes d'action. La dimension participative est essentielle pour une telle démarche. Ce type de document est particulièrement recommandé pour les moyennes et grandes collectivités. Pour toutes les collectivités, en revanche, il est conseillé d'élaborer des projets de service. Ils constituent les feuilles de route des agents. Ils sont les plans d'action par secteur d'intervention, par politique publique,
par exemple dans le domaine de l'enfance, du sport, de la culture, etc. Le projet de service a pour but de donner du sens au travail des agents, de mettre en adéquation les actions du service avec les orientations des élus, tout en intégrant les contraintes internes et externes. Là aussi, le but est de faire participer les agents à leur propre projet de service afin qu'ils se l'approprient. Plus les agents seront impliqués dans son élaboration, plus le projet sera pertinent et fédérateur, ce qui garantit sa bonne mise en œuvre derrière. L'avant-dernière étape que nous vous proposons est d'instaurer des instances de travail, de concertation et de décision pour améliorer la collaboration et la coordination entre les élus et les agents et le fonctionnement global de la collectivité. Pour mener à bien leur mission, élus et agents doivent co-construire et structurer ensemble les projets de la collectivité. C'est pourquoi organiser cette relation en définissant en amont les modalités de travail en commun, de concertation et de décision est crucial pour mieux travailler ensemble et améliorer le processus décisionnel. Un dialogue permanent doit pouvoir s'instaurer entre élus et agents, et tout particulièrement entre les élus et les cadres de la collectivité. Les méthodes de communication souvent utilisées, nous en avons énuméré un certain nombre. Je vais vous parler de celles qui nous paraissent importantes. En tout cas, sachez que vous les retrouverez dans le support de présentation qui vous sera communiqué. Donc tout d'abord, des rencontres régulières entre le maire et le DGS ou la secrétaire de mairie, entre l'adjoint et le DGA, entre l'adjoint, l'élu délégué et les responsables de service ou chargés de mission. La présence de cadres, même ponctuels, aux réunions préparatoires aux décisions politiques, est recommandée. Des instances de travail entre les élus et les encadrants qui privilégient le mode projet et les méthodes participatives. Des visites régulières de terrain. Elles sont souvent les bienvenues et c'est vrai que lorsqu'on réalise des entretiens individuels, des agents nous disent qu'ils apprécient que les élus viennent les voir sur leur lieu de travail pour échanger ou tout simplement pour se rendre compte de leurs conditions de travail et pour échanger quelques mots. Une journée d'atelier ou un séminaire élu-agent pour travailler collectivement sur un sujet. Là aussi, le service conseil et prospective peut vous accompagner et peut animer ces journées d'animation et ces ateliers. Il est conseillé, quand cela est possible, de planifier ces temps d'information et de réunion par la mise en place d'un calendrier prévisionnel partagé. Cela permettra à chaque acteur de se préparer et d'adapter son travail en conséquence, d'optimiser aussi les temps de réunion et d'aboutir à des relations entre les élus et les agents plus constructives et fructueuses. Les collectivités ayant mis en place des binômes élus-agents avec des points réguliers de rencontre perçoivent les conséquences positives de son fonctionnement. Enfin, dernier point, mettre en place des outils de pilotage partagés pour assurer la présentation, la mise en œuvre, le suivi, le reporting et l'évaluation des actions. La formalisation d'outils et de procédures utilisées communément par l'ensemble des acteurs de la collectivité facilite le fonctionnement et la communication au sein d'une collectivité. Cela entraîne plus de transversalité, plus de communication ascendante et descendante et un meilleur partage de l'information. Les outils de cadrage envisageables en la matière sont la production de façon collective d'outils, procédures, circuits d'information, de communication, mais aussi des tableaux de bord communs en lien avec les ressources humaines, la présentation de projets structurants, par exemple, l'organisation d'événements, et surtout leur formalisation par écrit afin que chaque agent ou élu les mobilise au besoin dans son quotidien pour organiser, informer, rendre compte, communiquer, proposer, décider, évaluer, etc., etc. Enfin, pour terminer, cette slide relève plus du conseil, mais là encore, il s'agit d'un point important. Tout au long du mandat, il est nécessaire de se faire confiance, de communiquer pour favoriser les bonnes relations élus-agents, de ne pas hésiter à rappeler régulièrement aux agents les choix politiques et stratégiques arrêtés
pour donner et ou redonner du sens à l'action. La base de toute collaboration, même si cela encore vous paraît évident, repose sur le dialogue, la confiance et l'écoute active. Ce sont finalement les maîtres mots que nous abordons aujourd'hui. En tout cas, nous souhaitons tout d'abord vous remercier pour votre présence et attention qui témoignent de l'intérêt porté à ce sujet. De l'ordre du relationnel, il est difficile, comme vous en doutez, d'aborder toutes les dimensions d'un tel sujet, d'autant plus que les relations élus-agents sont différentes et variables selon le contexte, l'histoire de la collectivité et évidemment les profils de chacun. Ce webinaire était l'occasion en tout cas de transmettre les messages qui nous semblent importants et de donner quelques conseils qui j'espère vous seront utiles. Enfin, sachez que le service conseil et prospective peut vous accompagner en tant que facilitateur pour la mise en place des outils de communication et de cadrage cités en dernière partie. Je vous dis à très bientôt et merci encore. Au revoir. Merci, au revoir.